Bonjour, donc je suis Pierre Lequéot, je suis anthropologue et sociologue à l'université de Grenoble-Alpes et je travaille dans le domaine des médiations techniques, et technique pour moi du point de vue anthropologique c'est tout ce qui permet de rendre visible l'invisible. Et c'est à ce titre que depuis que je travaille en France, en tout cas, que je m'intéresse beaucoup aux médiations symboliques et à travers les objets culturels, le livre, la musique, les pratiques culturelles au sens large. Et donc la culture fait partie de mes domaines d'intérêt. Et ce dont je vais vous parler tout de suite, c'est réflexion à partir de certains travaux qui m'ont été demandés au cours de ces dernières années, que j'ai réalisé avec un collègue qui s'appelle Olivier Zerbib, qui porte sur comment se transforment aujourd'hui les bibliothèques, mais pas que les bibliothèques, les pratiques culturelles. Et je vais parler ici tout à l'heure des questions liées au rayonnement de certaines métropoles, régions, etc. Alors le travail qui va faire le fil conducteur, un peu, c'est un travail qui a été réalisé pour le ministère de la Culture il y a 2 ou 3 ans, peut-être même plus maintenant, je ne sais plus, qui portait sur la mesure, comment est-ce qu'on peut essayer de rendre compte de l'action menée par les bibliothèques et notamment leur contribution au rayonnement, au bien vivre en tout cas sur leur territoire. Alors cette recherche, comme je vous montrerai tout à l'heure, est disponible gratuitement en ligne, etc. Et c'est une sorte de manuel méthodologique de l'évaluation. Mais j'aurai l'occasion de préciser que pour moi, évaluer, ça ne veut pas dire simplement mesurer. C'est un peu autre chose. Donc, avant de commencer à entrer dans ce détail-là, j'aimerais peut-être commencer par évoquer ce que c'est que le rayonnement ou l'attractivité, enfin, en tout cas de mon point de vue de sociologue. Donc le rayonnement, c'est une réflexion, enfin, ou de l'attractivité, c'est une réflexion qui a commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Et elle est née progressivement avec les progrès de la décentralisation territoriale en France, enfin, la réforme territoriale. Alors les 3 grandes époques de cette réforme territoriale, c'est 1982 avec la création des collectivités territoriales, la région et le transfert des compétences, de certaines compétences aux départements et aux communes. L'élargissement en 2003, et puis le dernier acte, le plus récent, c'est la création des communes nouvelles et puis des métropoles, ou le phénomène de la métropolisation. Donc en fait, tout ce mouvement peut se caractériser par le fait qu'on a progressivement instauré des gouvernements locaux avec des assemblées, etc., qui définissent des politiques locales et pour essayer de mettre en place des stratégies de développement différenciées. C'est ce qui dépasse de l'écran, je ne sais pas pourquoi. Des stratégies de développement différenciées. Alors qui ne sont pas toujours si différenciées que ça à la fin. En tout cas, la notion qui est intéressante et qui émerge en même temps que rayonnement, attractivité, c'est le phénomène de métropolisation. La métropolisation, c'est une notion assez compliquée qui rassemble qui a plusieurs aspects. Le premier, c'est donc le dernier échelon, disons, de la réforme territoriale, avec d'un côté la constitution de ces métropoles, c'est-à-dire ces espèces d'aires urbaines élargies, mais aussi la constitution des communes nouvelles à travers les pays ou des choses de cet ordre-là, dans ce qui est moins urbain. Et cette réforme territoriale, il faut bien comprendre qu'elle s'inscrit dans une évolution qui était déjà en train de se faire et qui s'appelle l'extension des aires urbaines en sociologie. Et on appelle maintenant les villes, en fait, l'INSEE dit aires urbaines. Voilà. En géographie, on dit souvent aussi que c'est la fin de la ville. C'est-à-dire que la ville est sans limite. Ou alors elle implique en tout cas ce qu'on appelle aussi une question qui est la gestion des externalités, c'est-à-dire qu'on définit un territoire d'une ville, par exemple, avec l'ancienne ville-centre d'une agglomération, par exemple, et puis sa banlieue proche, et qu'en fait, on s'aperçoit que les gens quittent de plus en plus ce centre, s'installent de plus en plus loin, et donc c'est ce qu'on appelle une externalité, puisque les gens quittent ce centre pour acheter du mètre carré moins cher à l'extérieur, et du coup, provoque des bouchons, des problèmes de pollution pour entrer et sortir de la ville matin et soir, etc. Enfin, de la ville. Non. Donc en fait, la ville s'étend
Phénomène d'étalement urbain qu'on observe partout, et ici aussi, parce que je suis venu à travers Saint-Aignan, etc. Et on voit bien que ça se construit. On m'a dit qu'il y avait des champs qui avaient été occupés. Enfin voilà. Donc l'extension urbaine, accroissement de l'espace urbain qui grignote et cancérise un peu tout. Et puis, et alors cette évolution se fait aussi avec une transition sociale et économique. Économique, c'est pas tous ces centres urbains connaissent une évolution qui tend à aller vers un déclin de, alors une économie post-industrielle. Alors le post est peut-être un petit peu exagéré, mais enfin on va quitter les anciennes modalités de production industrielle pour tendre vers une autre économie. Cette autre économie, elle est surtout concentrée dans ces grands centres urbains sur ce qu'on appelle l'économie du quaternaire, l'économie de l'innovation, de la recherche, etc. C'est pour ça que toutes les métropoles sont structurées autour d'un pôle de développement, de recherche, d'innovation, des universités, des grandes écoles, de ces trucs-là. Et puis, alors, cette transformation de l'espace, cette transformation économique a des conséquences sociales ou socio-démographiques qui font que les populations liées au monde ouvrier, par exemple, tendent à disparaître, enfin, en tout cas, à décliner. Et puis, parfois, elles sont carrément disparues déjà. Et puis, être remplacées petit à petit par d'autres types de catégories, alors souvent de milieux de formation avec des niveaux de formation plus élevés, et puis qui tournent autour de ces activités qui se développent dans ces milieux métropolitains et qu'on appelle, dans la sociologie américaine, les creative classes. Les creative classes, ce sont toutes les professions qui sont associées aux métiers de la culture, de la communication, de la recherche, du développement, de l'enseignement, de la formation, enfin tous ces trucs-là. Et donc, c'est ça qui occupe de plus en plus les métropoles en termes de population. Et donc, toutes ces transformations génèrent d'autres transformations en termes de mode de vie, de relations au travail et de relations au loisir, bien sûr, et de relations à la culture. Des phénomènes aussi d'occupation qui provoquent des tensions, j'y reviendrai plutôt à la fin, sur l'occupation de l'espace, avec des phénomènes de gentrification. Je ne sais pas si vous êtes familier de cette notion, mais c'est le fait que dans certains quartiers qui étaient occupés par des populations milieux modestes, etc., sont de plus en plus conquises par les creative classes, par exemple. Et ça provoque des tensions dans l'espace, avec l'augmentation des prix du mètre carré, etc. Enfin, des problèmes d'occupation du sol, de l'espace, et puis des phénomènes aussi de transformation de la figure des centres-villes avec une espèce de entertainment, c'est-à-dire de dévotion des centres-villes ou des villes-centres au divertissement, au bar, au cinéma, culture, etc. Et qui provoque aussi certaines tensions avec les habitants qui restent dans ces quartiers-là. Donc voilà, la métropolisation, en fait, je vais y revenir souvent, puisque c'est ce qui va motiver souvent les politiques de recherche de rayonnement, je vais essayer de le dire un peu plus tard, mais qui génère de nouveaux soucis, enfin de transformations très positives, très intéressantes, etc., mais des nouveaux problèmes de tension sociale, des nouveaux problèmes environnementaux, et puis des problèmes sociaux, voilà, que je vais redévelopper tout à l'heure. Alors cette métropolisation, elle a lieu un peu partout sur tous les territoires dans l'Hexagone, mais en fait c'est un phénomène global. C'est-à-dire que ça a lieu partout dans le monde, et partout dans le monde à peu près de la même façon. Alors dans certains pays c'est 10 fois plus rapide, 1000 fois plus rapide. Par exemple, le dernier phénomène de métropolisation ultra rapide qui s'est produit, c'est dans les années 90 à Detroit, aux États-Unis, où la moitié de la ville ouvrière, enfin de la population qui était liée à l'industrie automobile, en fait, a quitté la ville et se sont retrouvés piégés dans la ville, les populations les plus déshéritées, voire, comme on le dit aux États-Unis, racisées. Et donc, ça a provoqué un bouleversement majeur. Extraordinaire violence, tension sociale, enfin, etc., des trucs absolument effrayants. Et alors, mais ça, c'était pour le côté un peu effondrement. Shrinking cities, on dit, c'est souvent l'exemple de ce qu'on appelle les shrinking cities, les villes qui s'effondrent. Mais en même temps, ça a été aussi l'occasion de voir réémerger des ressources produites par les gens qui sont absolument extraordinaires.
de l'entraide, de la coopération et tout ça, enfin, des trucs passionnants. Et donc ce phénomène est global, on l'observe partout dans le monde, et il provoque une espèce de changement aussi, une prise de conscience qui fait que dans les métropoles, le phénomène métropolitain est indissociable d'une prise de conscience, d'une mesure ou d'une évaluation de ce que nous sommes par rapport aux autres dans un univers un peu concurrentiel. Pas un peu d'ailleurs, concurrentiel. Et donc une des conséquences inattendues, décidément mes dernières phrases sont toujours coupées, je ne sais pas pourquoi, souvent le phénomène de métropolisation génère une approche en termes de benchmarking, c'est-à-dire de comparaison de nos agglomérations, de nos métropoles les unes par rapport aux autres, non seulement à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale. Et donc c'est pour ça qu'il existe 1000 classements. Alors le benchmarking, c'est on essaye de calculer des rangs d'agglomération, mais aussi de départements, de régions, etc., pour essayer d'évaluer la performance en termes de bien vivre, de recherche et développement, enfin de tout un tas de critères, et vous avez sûrement connaissance de tous ces classements qui sont un peu les marronniers de la presse hebdo en particulier, etc., avec des classements, où il fait bon vivre en France, etc. Et c'est à tous les niveaux, à tous les niveaux, en tout cas de territoire, et dans plein de domaines. Donc ici, j'ai l'attractivité des métropoles françaises, les régions, etc. Enfin, il y a tout le temps plein de classements comme ça. Et ça, c'est une conséquence un peu inattendue et pas toujours très favorable. Alors quand on disait tout à l'heure marketing, oui, il faut certainement, je vais en parler ici, essayer de rendre visible ce qu'on fait, essayer de le faire savoir, de le connaître et de le faire connaître aussi positivement que possible. Et après, il y a des effets un peu inattendus et des effets pervers qui font qu'après, ça vient juste un outil de communication et que c'est un peu désagréable. Mais ce que je retiens en tout cas, et c'est comme ça moi que je comprends la question du rayonnement et de l'attractivité, c'est que le rayonnement, c'est une politique qui va être mise en place par des collectivités locales qui sont de plus en plus autonomes, qui doivent de plus en plus mettre en œuvre leurs propres ressources, parce que vous vous souvenez que dans la décentralisation, c'était bien ça qui était au départ. C'est l'État a renoncé à pouvoir trouver des solutions qui soient les mêmes partout et à déléguer à des gens la compétence de produire leurs propres ressources ou les moyens les plus adaptés, en tout cas, à leurs problèmes. Dans la décentralisation de 82 vient, je ne sais pas si vous avez entendu parler du rapport de la commission Schwartz en 1981 qui se préoccupait déjà des questions liées au chômage et de réinsertion, etc. Et le rapport Schwartz disait qu'en fait, il n'y a pas une solution pour remettre les gens à l'emploi, c'était contemporain de ce qui va devenir après le RMI, et qu'il faut trouver localement les moyens et les ressources pour résoudre cette difficulté. Donc il y a une politique locale et qui va avoir aussi un aspect qui consiste à construire une image. Alors, souvent ça se dit en termes d'identité, mais je ne comprends pas bien la notion d'identité, mais plutôt des identifications, c'est-à-dire comment on souhaite apparaître au regard des autres, alors des autres métropoles, des autres régions, etc., et puis à l'égard de soi-même. Construire une image et des identifications qui ne sont pas toutes que le fruit d'une communication. Hein. Je vais préciser ça tout de suite. Ces images d'identification, elles doivent être perçues, c'est-à-dire évaluées dans un univers concurrentiel, puisque toutes ces politiques visent toujours à essayer d'attirer ou conserver une ressource. Cette ressource, ça peut être des habitants, des populations, en général, ou bien ciblées, type entrepreneurs, artistes, chercheurs, etc. Voilà. Donc voilà ce que j'entends par rayonnement. Et puis, pour donner un petit exemple qui me paraît extrêmement intéressant et sur lequel j'ai pas mal travaillé, c'est la transformation, j'espère que cet exemple vous permettra de comprendre ce que je veux dire à propos de rayonnement, de la métropole de Lille. Alors, la métropole de Lille, c'est un phénomène qui a été mis en place à partir du moment où le maire de Lille, Pierre Mauroy, a quitté le gouvernement et après une période de dépression, a cherché une raison d'être et il s'est dit, voilà, on va faire quelque chose de Lille. Et alors, ça vient à un moment où, alors c'est pour ça, oui, toujours le local et le global, on décide à ce moment-là de faire un tunnel sous la Manche, etc. Alors, ce que je veux dire ici, c'est qu'il s'est passé tout un tas de phénomènes, bien compris par le maire de Lille de l'époque, M. Mauroy, et qui s'est dit il faut changer de situation. Changer de situation, ça veut dire essayer de situer Lille au centre
Et puis de voir que Lille est un carrefour très près de Londres, très près de Bruxelles, des Pays-Bas également, et puis tout près de Paris. C'est-à-dire qu'en fait, en mettant Lille au centre, je ne sais pas si vous avez déjà vu des cartes du monde, par exemple, vues de l'Australie. Lorsque l'Australie se met au centre du monde, l'Europe paraît très, très périphérique, quoi. Alors si on met Lille au centre, on se dit, waouh, c'est le carrefour du monde, quoi. C'est the place to be, quoi. Et on est à 1 heure de Londres, enfin, je ne me suis pas tout à fait sûr, mais enfin, on est tout près de Londres, enfin, partout, quoi. Enfin, voilà. Et donc un changement de situation, mais réel. Il ne s'agit pas simplement d'une action de communication, hein, c'est vraiment réel. Alors Pierre Mauroy, je me souviens qu'il avait il était beaucoup intervenu directement auprès de M. Chirac pour qu'il y ait un arrêt du TGV qui allait à Londres et qui s'arrête à Lille, quoi. Un gros changement urbain, Euralille, un quartier qui a été recomposé autour de ça. Donc des nouvelles infrastructures, une recomposition du visage urbain majeur dans l'île et autour de l'île. Et puis donc ce changement de fond, pas toujours très visible ou pas toujours perçu, ni par les habitants de la région, ni par le monde entier. Il fallait un événement pour marquer le coup et dire ça a changé. Et donc la première option avait été, pour affirmer cette nouvelle image, de mettre le paquet sur un événement qui serait sportif. Donc les JO, après ça a été un événement lié au foot. Alors je ne sais pas comment ça s'appelle, un mondial, enfin une compétition sportive, mais de foot. Le LOSC, l'équipe de foot de Lille, commençait à ressortir des limbes du classement, etc., pour se replacer en tête. Puis finalement, Lille n'a pas été sélectionnée pour cet événement sportif. Et pendant que l'événement sportif se préparait, des personnes, alors des privés, s'étaient mis en devoir de dire tiens, si on imaginait ce que pourrait être Lille, capitale culturelle, dans un avenir, etc. Et comme l'événement sportif est tombé à l'eau, l'événement culturel a repris le devant. Et c'est comme ça que Lille a été sélectionnée en 2004 pour être capitale européenne de la culture. Et donc ça a été à l'occasion de mettre en place, en tout cas, une politique d'affirmation de quelque chose qui a été majeure et très, très bien perçue par la population. Et qui a des prolongements ensuite, qui est devenue l'île 3000, c'est-à-dire une structure qui continue un peu sur l'élan de 2004 et essaye de le transformer, etc. Donc c'est une politique qui à la fois repose sur une excellence artistique, c'est-à-dire il s'agit bien d'affirmer un changement en le rendant visible, et par cette visibilité, il y a bien quelque chose qui consiste à annoncer des choses, à rendre visible, clair, patent des choses. Alors, je sais pas, il y a Caroline Carlson qui s'est installée à Lille, enfin, il y a des événements artistiques de rang mondial, oui, qui ont désormais lieu à Lille. Enfin, il y a toujours eu, mais bien sûr, mais voilà, c'est en tout cas mieux mis en évidence de cette façon. Et puis en même temps aussi, toujours une action de fond visant à restaurer le patrimoine et à transformer le patrimoine industriel pour ce qu'il y en avait à Lille. Lille n'a jamais été une ville très, très industrielle, c'était une ville commerciale, etc. Mais enfin, il y a quelques établissements industriels qui ont tous été requalifiés, enfin pas tous, mais enfin beaucoup, été requalifiés en lieux culturels. Les maisons folies, par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces lieux de culture, etc., qui sont disséminés un petit peu partout et qui sont d'anciens bâtis industriels et qui proposent des actions artistiques et culturelles de proximité en lien le plus souvent avec les populations locales. Donc cette stratégie est ce qui me semblait bonne, en tout cas dans son énoncé. Après, est-ce qu'elle a réussi ou pas? Des fois oui, des fois non. Il s'agit bien de mobiliser en interne les populations, de les réunir, d'affirmer une certaine forme de cohésion, etc., pour essayer de projeter ces populations dans un nouveau monde, une nouvelle description du monde, en tout cas, dans lequel l'île n'est plus simplement l'image du ch'ti ou de quelque chose comme ça d'un peu ringarde, mais quelque chose de plus créatif, de plus innovant, de plus moderne, etc. Donc mobiliser en interne pour projeter dans un autre monde, c'est ce qui est un peu le fil conducteur de ce que j'entends par rayonnement. Donc quel est le rôle des médiathèques ici? Alors j'ai essayé de trouver des images normandes. Alors je vais essayer tout ça pour essayer de garder présent à l'esprit qu'il s'agit bien d'événements qui affichent, enfin d'établissements ou de mesures qui affichent quelque chose comme une nouveauté. Enfin, on est proche de la disruption, c'est-à-dire quelque chose de très nouveau, de très, très moderne, etc. À la bibliothèque universitaire du Havre, à cet égard, waouh, on aimerait bien en avoir une comme ça à Grenoble, même si on n'est pas mal servi non plus à Grenoble, enfin quand même.
Et puis, quand même, pensons toujours au territoire dans lequel il n'y a pas la possibilité, en tout cas, d'afficher cette... Alors, j'ai trouvé cette bibliothèque, La Fabrique, géniale, parce que je travaille beaucoup sur les makers, les gens qui fabriquent des trucs. Voilà. Donc, alors, parmi les instruments du rayonnement ou de l'attractivité des territoires, il y a la culture. Alors, il y a pas, c'est pour ça que mon exemple de Lille me sert aussi d'aide mémoire pour ça peut être le sport, ça peut être l'environnement, il peut y avoir, enfin, c'est tout ça, les politiques liées au rayonnement, mais il y a aussi la culture. La culture dans deux sens différents. Le premier, c'est celui du visible. Il y a un sociologue qui s'appelle Boltanski qui décrit les mondes sociaux qui organisent, qui structurent en tout cas la société française, les sociétés comme la société française, et il dit qu'il y a toujours un monde dedans, celui de la réputation, et c'est typique des mondes de la culture. Le monde de la réputation, c'est-à-dire où est-ce qu'il y a des grands noms, des grands lieux, des grands événements, etc. qui sont là. Et c'est pour ça, Lille 2004, c'était vraiment type marquer les esprits, organiser un événement festif avec un haut niveau artistique, mais qui mobilise aussi des gens, enfin, ouais, et que ça marque les esprits et qu'on s'en rappelle. Un peu comme toutes les métropoles, en quelque sorte, chez moi, à Nantes, on a Royal de Luxe, à Rennes et Transmuse, etc. Enfin, ouais, toujours Et puis, il y a toujours... Donc ça, c'est ce qui est le côté visible, un peu glamour, un peu... voilà. Et puis, il y a toujours, quand même, derrière, il faut se rappeler cette idée de construire un monde commun, d'essayer de maintenir de la cohésion et d'éviter le mot que j'ai utilisé tout à l'heure, de la disruption. C'est-à-dire, à un moment donné, on va créer une espèce de projection en avant et du coup, qui produirait quelque chose comme une sorte d'exclusion. Mobiliser pour projeter. Alors, je me souviens de cette expression, alors qu'on n'a pas vu tout à l'heure, mais l'inspirateur de l'opération Lille 2004, c'est un artiste qui s'appelle Didier Fusilier. Et il avait théorisé Lille 2004 en termes d'anneaux de vitesse. Alors, c'est pour ça que je pensais à Saturne, mais je ne crois pas que les anneaux bougent. Enfin, je ne sais pas. Et l'idée, c'est qu'il faut concevoir la diversité des territoires, c'est que chacun puisse participer à ce rayonnement à sa vitesse, mais en permettant à chaque fois permettre d'arriver à se concevoir, en tout cas à une échelle un peu plus haute, enfin une échelle différente, changer de situation en quelque sorte. Donc partir du bas, rassembler, etc., pour se projeter dans un monde différent aujourd'hui. Donc comment est-ce que ça marche? Alors moi je pense qu'en fait les bibliothèques c'est ce qu'elles ont toujours fait. Et c'est un peu le fil conducteur du travail que nous avons réalisé avec mon collègue Olivier Zerbi pour le ministère de la Culture, donc pour la direction du livre, à propos de ce qui nous avait été demandé, c'est comment construire un plaidoyer des bibliothèques pour dire à quoi elles servent, d'une part, et puis comment elles contribuent, c'était ce à quoi nous sommes parvenus, en tout cas, au rayonnement ou à l'attractivité de leur territoire. Donc, je ne sais pas si vous aurez le PowerPoint, enfin, je vous le laisse en tout cas, et puis vous pourrez voir que, enfin, voilà, c'est le détail de cette petite recherche est disponible gratuitement sur Internet. Donc, alors je vais détailler un peu justement quelques aspects en tout cas de cette recherche qui conduit à dire qu'est-ce que font concrètement les bibliothèques auprès des individus et quel effet ça a par agglomération successive sur l'ensemble du territoire. Donc on a des actions individuelles, vous voyez tout ce qui est le plus à gauche, des actions que vous menez auprès des jeunes ou des moins jeunes, etc. Et puis comment ça a des effets sur l'ensemble du territoire jusqu'à l'attractivité du territoire. Les premiers effets sur les individus, c'est que les bibliothèques, depuis toujours, travaillent sur le développement des facultés cognitives des gens qui les fréquentent. Alors, facultés cognitives. Rien que le mot, déjà, ça fout la trouille, ça fait trépanation, quoi. Enfin, alors, je ne sais pas comment traduire gentiment ce que c'est que cognitif, mais c'est entraîner en tout cas nos facultés mentales de telle sorte qu'elles parviennent à nous permettre de comprendre dans le monde, c'est-à-dire à entraîner en tout cas nos capacités
à nous représenter le monde. Représenter, c'est-à-dire quand on fait, par exemple, des jeux avec des enfants, c'est toujours essayer, enfin, ça peut les conduire à essayer d'imaginer ce qui est caché. Vous vous souvenez, le jeu caché, révélé, etc. C'est un truc qui amuse les gosses pendant des heures. Et ouais, c'est typiquement la faculté à représenter l'absent, etc. Ce qui est le principe de l'art. Hein, enfin, je sais pas. Voilà. Donc, ces facultés cognitives, donc alors, la lecture au premier degré, mais pas que. Toutes les pratiques artistiques et culturelles contribuent, chacune à sa façon, à accroître, à complexifier nos compétences cognitives liées à la mémoire, liées à la représentation de nos schémas corporels, à la représentation de l'espace, etc., à notre intégration physique et intellectuelle. Donc c'est pour ça que dans la petite recherche, on évoque non seulement la lecture, tout ce qui est fait autour de la lecture, mais la pratique musicale, la pratique de la danse, la pratique de la danse, le schéma corporel, sa représentation dans l'espace, c'est tout à fait essentiel. Les arts plastiques aussi, la représentation géométrique, la représentation de l'espace, c'est tout à fait majeur. Enfin, et ainsi de suite. Enfin, on pourrait décliner. Oui, la musique et la cognition sont voilà, majeures. Et majeures aussi dans le sens où, vous le savez sans doute, qu'auprès, alors là je viens souvent de parler des jeunes, enfin des enfants, mais on pourrait imaginer que toutes ces actions peuvent être menées avec des effets comparables ou similaires auprès d'autres populations. Je pense à musique ici et tout ce qu'on fait, en tout cas à Grenoble en ce moment, auprès des expériences auprès de personnes âgées, et en particulier celles qui ont des difficultés à se remémorer, et le rôle de la musique. C'est-à-dire qu'on peut avoir perdu beaucoup de ses facultés, mais la musique continue, en tout cas, de maintenir, enfin, à vivre dans nos mémoires de façon assez inattendue parfois. Mais aussi, beaucoup de travaux ont lieu dans différentes bibliothèques, en tout cas des réflexions dans les travaux qu'on avait faits auprès des bibliothèques et on continue de faire en ce moment, autour des remédiations cognitives auprès des publics en difficulté. Des remédiations cognitives, c'est-à-dire apprendre par exemple à des jeunes en difficulté, dans des centres d'éducation un peu renforcés, ou pas que un peu renforcés, par exemple à jouer. Voilà, à jouer, à simuler, à faire semblant, à raconter quelque chose, etc. Et c'est bébête, mais en même temps, des jeunes gens qui ont été traumatisés, je ne sais pas si... Enfin, moi, en tout cas, c'est une de mes premières expériences de sociologue professionnel, où je devais faire une étude sur la représentation de la politique chez les jeunes des quartiers très défavorisés dans les années 80. Et bon, la première personne que j'interroge, j'étais sorti de la fac quelques mois avant, le type était incapable de me raconter quelque chose. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il me racontait sa vie, il revivait sa vie. Et c'était un jeune homme de 17 ans qui avait vécu 5 ans dans la rue. Et alors quand il disait, oui, dans la rue, il faut faire attention, pas se faire marcher sur les pieds, parce que sinon, ils vont finir par te marcher sur la tête. Et puis au fur et à mesure qu'il racontait, il n'y avait pas de distance vis-à-vis de ce qu'il racontait. Et du coup, il revivait la violence. Et donc, il était à la limite de me taper dessus à chaque fois que j'avais un entretien avec lui. Oui. Donc, raconter, mettre à distance, mettre en forme et à distance. Alors là, on est vraiment dans le travail de la remédiation et qui passe par le fait qu'il faudrait que ce jeune homme ait pu lire, avoir accès à tout un tas de choses qui lui permettent de donner une forme à cette expérience, mais je vais en reparler dans une seconde. Donc, les facultés cognitives, tout le travail qui est fait de près ou de loin auprès des enfants, des adolescents, de tous vos publics, autour de l'exercice des facultés cognitives est quelque chose d'absolument fondamental et majeur. Dans le deuxième registre d'action, il y a le développement des littératies. Alors, vous êtes sans doute, vous, bibliothécaire, familier de cette notion, mais la littératie, ce n'est pas simplement savoir lire et écrire, c'est savoir qu'est-ce qu'on fait du fait de savoir lire et écrire. C'est-à-dire, quels sont... Alors, ce n'est pas simplement la capacité psychocognitive de pouvoir lire, mais c'est de savoir utiliser la lecture à bon escient dans un monde social et culturel tel qu'il est, voilà, avec, autrement dit, des normes sociales. C'est le versant social et normatif, en tout cas, de nos compétences psychocognitives. Donc, alors les littératies, évidemment, le point de départ, c'est l'écriture, encore une fois, mais aujourd'hui, c'est plein d'autres choses. Et notamment, enfin, là où on avait
découvert des trucs avec Olivier, c'était les littératies numériques. Il y a plein de bibliothèques qui aujourd'hui proposent des actions dans les termes de non seulement utiliser de l'informatique, mais alors, se servir d'un ordinateur ou de quelque chose de numérique, mais aussi en avoir une intelligence qui fait qu'on va savoir l'utiliser à bon escient, et pas simplement cliquer sur des trucs ou utiliser son index comme seule faculté psychocognitive. Mais voilà. Donc, essayer d'accroître notre conception, notre intelligence, notre représentation de nos compétences dans le domaine numérique, dans la société, avec ce qu'elle impose. Donc, la troisième dimension, qui a à voir peut-être avec l'exemple que je voulais donner tout à l'heure à propos de ce jeune homme qui avait des difficultés à se représenter, et lui-même et son expérience, c'est la construction de soi. C'est-à-dire donner accès à l'écriture, à la lecture, mais à toutes les formes culturelles, c'est ce qui permet de se construire. Et là, je fais référence à un petit bouquin que vous connaissez peut-être, qui s'appelle de Michel Petit, qui s'appelle L'éloge de la lecture, qui est une collègue anthropologue, et qui, par hasard, fait une étude sur les jeunes dans un quartier très, très défavorisé, qui fréquentent la bibliothèque, et qu'est-ce qui leur est arrivé à propos de lecture. Et elle donne plein d'exemples hyper intéressants, hyper riches, sur la façon dont on peut accéder. Alors quand on vient, par exemple, c'est un exemple qu'elle donne, d'un milieu issu de l'immigration, dans une banlieue dense parisienne, par exemple, et qu'on n'a rien d'autre à faire dans ces journées qu'à glander, ce que les gens dans les banlieues appellent des hatistes, mais du coup à fréquenter la bibliothèque, et que par hasard, on peut rencontrer un livre, et que il se passe un truc, enfin, une espèce d'éclaircissement à travers la lecture, une lecture accompagnée, bien sûr, par une bibliothécaire, et que d'un seul coup, le monde devient complètement différent. Et elle raconte par exemple un jeune homme qui dit voilà, j'oublie juif, les trucs, tout ça, j'ai jamais entendu parler chez moi. Et puis d'un seul coup, j'ai commencé à comprendre en lisant des bouquins, etc. Et donc, ça s'appelle scientifiquement le principe de la subjectivation. J'arrive à prendre conscience de quelque chose, à me représenter moi-même et à me représenter et à me projeter dans un monde dans lequel les choses peuvent se pacifier déjà, elles prennent un sens, elles s'articulent, elles deviennent cohérentes, etc. Et je peux trouver ma place là-dedans autrement que par un geste violent, par exemple, ou quelque chose de cet ordre. Alors ça, c'est absolument majeur. Et là, on est en train, avec Olivier, de faire une enquête sur la musique. Et je me souviens, il n'y a pas très très longtemps, la musique en bibliothèque, bien sûr, et d'avoir fréquenté une bibliothèque de quartier à Montreuil. Alors, je parlais de gentrification, vous voyez, les populations de la creative class qui vont dans les quartiers anciennement populaires. Mais Montreuil, c'est pas fini, hein. Il y a encore des quartiers où on est dans la banlieue, quoi. Et je me souviens dans un quartier où, à l'entrée de la bibliothèque, il y a les dealers. Et donc, ils viennent en bagnole sur la place, etc. Et donc, la bibliothécaire qui sort, allez, voilà, elle sort de la bibliothèque, elle va demander au dealer d'aller se mettre un peu plus loin pour laisser la place aux enfants d'entrer. Et puis, il y a plein d'enfants qui passent une grande partie de leur journée, en fait, dans la bibliothèque. Et c'est ça, cette élaboration, cette construction de soi qui vient par ce lien. Alors, elle raconte, elle, que ce travail est difficile à maintenir dans le temps, parce que dès qu'ils deviennent un peu plus âgés, évidemment, ils ont d'autres sujets d'attraction. Enfin, en tout cas, là, il y a quelque chose alors que moi j'appelle un espace potentiel. La bibliothèque comme mère suffisamment bonne, en utilisant une expression de Donald Winnicott, c'est-à-dire comment c'est un espace dans lequel on peut construire des outils, en tout cas d'une représentation, et de soi-même et de l'autre. Un espace potentiel, c'est l'espace où émerge le social, la possibilité d'une interaction apaisée avec les autres. Donc, c'est un espace de rencontre, et la rencontre, c'est quelque chose qui nous transforme et transforme notre rapport au monde, et donc du coup la vision qu'on a du monde aussi. Donc, ça sont des effets très concrets par toutes les actions que mènent les bibliothèques dans l'accompagnement, les activités des enfants, voilà. C'est ce que vous faites tout le temps, en fait, pratiquement. Enfin, c'est pas pratiquement, c'est... Donc, ces effets individuels peuvent avoir en tout cas des conséquences immédiates sur les interactions interindividuelles.
plus les gens ont des facultés cognitives, des compétences à se représenter le monde et à se représenter eux-mêmes, plus leur capacité à développer des interactions est grande également. Donc c'est pour ça que dans un deuxième ordre, si vous voulez, d'effets, qui vont avoir un impact en tout cas sur ce qu'on appelle le rayonnement d'un territoire, c'est qu'on va avoir des relations apaisées. Et alors, ce qu'on a appelé, en tout cas, Olivier et moi, les civilités. La civilité, c'est-à-dire tolérance à l'égard d'autrui. Et là, je ne vise pas que les jeunes. Hein, enfin, je veux dire, voilà. Quand il y a des jeunes bibliothèques, c'est souvent les moins jeunes qui commencent à grogner aussi parce qu'ils font du bruit ou des trucs comme ça. Enfin, voilà. Bon, arriver à médier une relation apaisée entre les uns et les autres, bon, c'est voilà, tolérance dans l'espace public. Et puis au-delà de ce simple respect un peu passif, c'est aussi des formes d'engagement civique, au sens très large du terme, pas politique ou des trucs comme ça, mais voilà, d'entraide, de respect d'autrui, etc. Et alors, puisque je parlais de Montreuil aussi, l'action qui est portée par les bibliothèques et en particulier avec les habitants pour la rencontre des communautés. C'est hyper intéressant et hyper important. Comment les communautés se représentent, alors les communautés des gens du voyage ou les communautés sri-lankaises, etc. Voilà, toutes les communautés, je ne sais plus combien de langues on parle à Montreuil, mais je crois que c'est enfin, je sais pas, plus d'une centaine, je crois, ou je ne sais plus comme ça. Et bon, que chacune se fasse découvrir ou se laisse découvrir par les autres, ou s'expérimente par les autres en termes de musique, en termes de culture, enfin, voilà, même d'art culinaire ou des choses comme ça. C'est construire des trésors en commun. Et c'est peut-être pas aller jusqu'à la construction d'un monde commun, mais en tout cas un monde commun dans lequel il y a des mondes diversifiés et où on peut apprécier les mondes d'autrui autrement qu'en termes de jugement hiérarchique. Voilà. Donc les développements cognitifs, construction de soi, etc., ont un effet immédiat sur les civilités. Et puis, secondairement aussi, sur l'autonomie et l'encapacitation des individus. Ok, je vois qu'il n'y a pas tout. Bon. Alors, l'encapacitation, c'est la capacité des. Alors, c'est une notion, vous connaissez la notion d'empowerment. Donc, c'est une notion qui vient des États-Unis, des mouvements pour les droits civiques dans les années 60 aux États-Unis. C'est que la capacité à se mobiliser pour faire valoir ses droits. Alors cette notion est tout à fait intéressante. C'est pour ça que je mets Amartya Sen, je ne sais pas si vous connaissez cet économiste, qui est un des fondateurs de l'approche des indicateurs de développement humain, et qui dit le développement social, économique, etc., en fait, son véritable objectif, c'est le développement des capacités, c'est-à-dire de la capacité qu'ont les gens à exercer leurs droits. Alors, Amartya Sen est un économiste d'origine indienne, et d'où il parle, c'est qu'évidemment, il parle de sociétés dans lesquelles tout le monde n'a pas les droits de s'exprimer et de se mobiliser. Et son travail portait sur les famines dans les années 50, etc., au Bangladesh, en Inde, etc. Et il dit, en fait, c'est jamais un manque de ressources alimentaires qui provoque les famines, mais plutôt une dérégulation du marché qui fait qu'il y a des rapports de force sur les marchés qui font qu'il y a des rapports inégaux. Et donc il faut que les petits paysans aient le droit de se mobiliser pour exercer un pouvoir sur les marchés. Et donc c'est ça les capacités. C'est non seulement j'ai des droits quand j'en ai, mais c'est de les faire valoir. Et les bibliothèques, en construisant les facultés cognitives, en travaillant l'information et la construction de soi, etc., les littératies et tout ça, favorisent la capacité des gens à connaître leurs droits et à se mobiliser. Alors, le mot encapacitation, il est un peu devenu un peu tarte à la crème dans plein d'endroits, parce qu'il est associé souvent maintenant au développement personnel. Mais ici, ça veut bien dire, enfin, j'utilise la notion d'encapacitation en termes de collectif. Et peut-être est-ce que dans vos bibliothèques, vous avez déjà vu apparaître de plus en plus de demandes où de gens demandent à la bibliothèque, des espaces dans la bibliothèque pour y développer des projets. Partir en vacances, se documenter sur un sujet, etc. Alors, comme mon nom le laisse peut-être deviner, je suis de l'extrême ouest de la France, et donc je vis près de Concarneau, à part que je suis prof à Grenoble.
Et alors, on a refait les bibliothèques récemment. Et bien, un des premiers trucs qui apparaît, c'est on veut des espaces pour se rencontrer, pour travailler ensemble, etc., pour faire des trucs. Voilà. Et c'est ça, les gens deviennent autonomes. Alors, Concarneau, hein, on n'est pas dans la gentrification, hein, quand même. Hein, voilà. Donc ici, la bibliothèque est un espace intermédiaire, alors non seulement de rencontre avec d'autres mondes, mais ou de fabrication de mondes, où des gens fabriquent leur propre monde, à partir de petits projets. Hein, voilà, c'est pas forcément... ça va révolutionner le monde, mais enfin, c'est quand même la capacité qu'on a à se prendre en charge pour résoudre un petit problème, ou un gros problème, des fois. Hein, voilà. Faire société, en somme. Voilà. Donc... cognitif, littératie, construction de soi, civilité, encapacitation, autonomie. Et tout ça, à un autre échelon encore, a des effets, des effets qu'on pourrait mesurer en termes... Alors, je mets ensemble réussite éducative et employabilité. C'est-à-dire la capacité à se former, à quelque niveau que ce soit, rend le territoire plus compétent. La compétence, ce n'est pas qu'un truc individuel, c'est plutôt... c'est quelque chose qui est partagé, et c'est une construction collective qui nous rend compétents, plus qu'une disposition personnelle qu'on aurait comme ça. Et alors, ce qui est intéressant dans les notions de réussite éducative ou d'employabilité, c'est qu'il ne s'agit pas simplement des compétences qu'ont les gens, mais c'est plutôt, voilà, j'aime bien cette définition qui dit, c'est un état d'esprit, qui est proche de celui de la capacité à entreprendre. Entreprendre dans le sens que j'ai dit tout à l'heure dans capacitation, c'est-à-dire mettre en place un projet et essayer de résoudre par soi-même des difficultés. Donc c'est non seulement savoir des choses, mais avoir conscience du fait de ce qu'on peut en faire, de ce que l'on sait, dans le monde tel qu'il est. Donc tout ce que j'ai dit en termes d'impact individuel et d'interaction ici peut conduire à une amélioration, en tout cas, de la mesure de la réussite éducative et de l'employabilité d'un territoire. Donc, ce qui peut favoriser l'attractivité du territoire. Et puis, tout un tas d'autres effets liés à la démocratisation des pratiques culturelles, parce que je disais tout à l'heure que toutes les pratiques culturelles concourent au développement des facultés cognitives, blablabla, tout ça. En concourant... on atteint l'objectif, on peut aller vers l'atteinte d'un objectif de démocratisation culturelle, et non plus seulement de la démocratisation culturelle qui consiste comme la définition classique, c'est quels sont les chefs-d'œuvre du patrimoine que l'on va diffuser auprès des populations qui en sont plutôt éloignées. Il s'agit non seulement de faire ça, mais aussi de promouvoir les démocraties culturelles, c'est-à-dire les mondes culturels différents qui composent les différentes communautés qui vivent sur nos territoires. Donc démocratisation et démocratie culturelle, un autre facteur très important de la pacification des relations dans les territoires à haute tension. Et puis un truc, dans certains territoires qu'on a visités, c'est qu'en fait l'activité, l'animation sociale et culturelle développée notamment par les bibliothèques permet de maintenir des réseaux de partenaires locaux. Enfin, pas de maintenir, mais de participer au maintien de ressources locales. Je pense par exemple à tous les artistes qui font des interventions, les conteurs, etc., les musiciens, etc., tous ceux qui interviennent tout le temps dans les bibliothèques, alors quelquefois sur des territoires, mais en réseau. En fait, ça permet de maintenir des artistes sur place et des ressources, en tout cas, qui vont permettre d'enrichir le territoire et, par rebond, l'action sur les publics. Donc, alors, dans le domaine artistique, culturel, social, médico-social, etc., en fait, la bibliothèque est un des dispositifs, et parfois le seul, dans certains territoires en tout cas, qui porte un écosystème de ressources. Et tout ça, enfin, a un effet sur ce qu'il est convenu aujourd'hui d'appeler la tranquillité publique, qui est un haut facteur d'attractivité. C'est-à-dire, est-ce que... Alors, tranquillité publique. Alors, vous avez vu que je cherchais des images pour illustrer la tranquillité. Et par manque d'inspiration, je suis tombé sur l'îlot de tranquillité de Colville. Donc, on a dédié un espace au repos des phoques. Trop bien. Bon, je ne sais pas s'il y a une bibliothèque, mais
Alors, tranquillité publique, ça veut dire sécurité publique, en fait, en traduisant les choses en termes concrets, mais pas que. Sécurité publique, c'est-à-dire incivilité, violence, etc. Mais pas que ça, c'est-à-dire tous les événements, y compris alors, la délinquance, la violence, évidemment, on a des phénomènes repérables, chiffrables, etc. Mais on a des événements à bas bruit, etc., des tensions sociales dans certains quartiers, etc., qui ne sont pas objectivables en termes d'incivilité ou d'inquiétude, enfin, voilà, d'angoisse, etc. Et bon, une présence d'une bibliothèque dans un quartier, ça permet, enfin ça contribue en tout cas à la tranquillité publique de façon importante. Alors, pour faire cette enquête, on avait demandé à certaines communes de pouvoir faire un travail consistant à vérifier quel est l'effet de la fermeture d'une bibliothèque. Et curieusement, on n'a pas eu la permission de faire cette enquête. Vous voyez, comment mesurer ça, par exemple, et comme à Grenoble, en plus, il y avait une fermeture de bibliothèque, on s'est dit, tiens, on va en profiter. Est-ce qu'on pourrait faire une enquête? Alors, évidemment, on n'a pas eu le droit. Mais ça aurait été hyper intéressant de voir, quand on ferme une bibliothèque, qu'est-ce qui se passe? Et quand on ferme une bibliothèque, en plus dans le quartier dans lequel il ne faudrait pas la fermer, à mon avis. Mais bref. Donc les plus-values sur le territoire, vous voyez, individuelles, interaction, et puis après on monte d'échelle comme ça, et on produit des effets. Alors, toutes ces actions, c'est celles que vous menez, enfin que les bibliothèques mènent depuis tout le temps. Depuis tout le temps, en fait. Donc, à ce titre, elles ont toujours contribué au rayonnement de leur territoire, les bibliothèques. Mais c'est vrai que, comme on l'a dit tout à l'heure, les démarches de marketing, de rendre plus visible et d'affirmer de façon plus visible, je ne sais pas comment dire autrement, son action, c'est quelque chose qui s'ajoute aujourd'hui à cette action de fond, peu visible, qui est menée depuis tout le temps. Et notamment tout ce qui est en termes d'animation. Et alors, on le voit particulièrement dans l'enquête qu'on est en train de faire avec Olivier là, sur la musique. Alors, la musique, la bibliothèque comme vitrine. Alors, vitrine, je pense à exposition, toutes les expositions et quelquefois pour faire voir des choses, pour faire venir des gens qui voient des choses. Enfin, voilà. Et puis, comme scène locale, alors scène, je veux dire ici, là où il y a des concerts. Où on fait venir des gens pour entendre des musiques, etc. Et quelquefois, c'est très visible, parce que là, en tout cas, où ça se fait, il semblerait que les bibliothécaires évaluent de façon très, très positive l'effet que ça a. Ça fait venir des gens, ça fait vivre des expériences en commun à des gens, à un moment donné. Alors, même si, à mon avis, ça ne fait pas venir des nouveaux gens, mais bon, après, il faudrait vérifier. Donc c'est une vitrine, une scène, et puis c'est aussi, et ça devient de plus en plus, une plateforme. Une plateforme, c'est-à-dire il y a tout un tas d'échanges qui se font aujourd'hui via des outils numériques, alors les blogs, les playlists, enfin toutes ces formes d'information de l'actualité via les réseaux, et puis surtout, enfin pas surtout, mais parmi tout ça, ces nouvelles plateformes alternatives qui sont proposées par régions, départements, etc., consistant à promouvoir les artistes locaux, comme ici la Sonothèque de Normandie, qui met à disposition d'à peu près toutes les bibliothèques, d'après ce que j'ai compris, la possibilité d'avoir accès aux artistes locaux. Et puis, alors, selon les territoires, il y a la musique libre, enfin, il y a tout un tas de propositions dans ce genre-là, et qui font que... et puis tout ça, d'ailleurs, se combine avec le visible, les concerts ou les showcases qui ont lieu dans les bibliothèques et médiathèques, etc. Et voilà. Donc, alors, toutes ces actions, alors certaines sont peu visibles, mais mériteraient de l'être. En tout cas, dans une politique de réflexion sur le rayonnement ou l'attractivité des territoires, d'objectiver un peu mieux ces actions et leurs effets. C'est ça qu'on veut dire par rendre visible, c'est-à-dire évaluer. Alors évaluer dans le sens, alors évidemment de mesurer le mesurable, c'est-à-dire les statistiques, évidemment. Alors les statistiques, soit celles qui sont en données de gestion dans les bibliothèques, et puis celles qui sont
disponibles chez les partenaires, etc., comme les statistiques, par exemple, de la tranquillité publique, il doit y en avoir, ou des enquêtes ad hoc, c'est-à-dire celles qu'on mettrait en place pour vérifier telle ou telle hypothèse, etc. Mais à mon avis, évaluer, ce n'est pas simplement des stats, c'est mesurer des effets sur des individus. Par exemple, ce que fait Michel Petit quand elle parle de la construction de soi, elle ne prend pas des échantillons statistiques énormes. Elle dit, il y a dans telle bibliothèque, et c'est ce que j'ai vu à Montreuil, une dizaine de jeunes gens qui, adolescents, continuent de venir à la bibliothèque. Enfin, ça fait qu'une dizaine. Mais en fait, qu'est-ce qui leur est arrivé, quoi? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Qu'est-ce qui s'est transformé dans leur vie par leur rapport à la lecture ou à la musique, ou au cinéma, enfin, je ne sais pas quoi. Enfin, en tout cas, il faudrait ici, une histoire de vie permettrait d'objectiver quelque chose aussi bien que des statistiques. Vous voyez. Mais ce n'est pas le sujet ici de parler de l'évaluation, mais on pourra en reparler si vous voulez tout à l'heure. Donc, c'est... alors, ce rayonnement, alors, vous vous souvenez que j'ai eu présent à l'esprit avec Livaro et Le Havre, présent à l'esprit la tension qu'il peut y avoir entre des territoires qui sont pas toujours bien, qui n'ont pas beaucoup de ressources, quoi, en gros, et puis ceux qui sont bien dotés. Alors, mon petit continuum, je ne sais pas quand je filais la métaphore astronomique, entre les dynamiques métropolitaines avec les grands soleils qui rayonnent fort, avec des grands établissements, les grandes bibliothèques, etc., des établissements magnifiques. On est allé à Limoges avec la CIM, là, quelle bibliothèque, quoi. Enfin, c'est incroyable. Enfin, mais ce n'est pas une grande métropole du coup. Mais enfin, un établissement, waouh, rayonnant, s'il en est. À l'opposé, on a des territoires qui sont déjà exsangues, notamment grâce ou à cause du rayonnement métropolitain. Et je pense, dans mon enquête sur la musique, j'ai visité la médiathèque départementale de l'Eure. Et une des difficultés qu'on m'a racontées, c'est que l'Eure est un département compliqué parce que Rouen, Le Havre attirent d'un côté, le Caen attire de l'autre côté, et puis il y a la région parisienne, parce que je suis venu par Paris, on voit bien qu'il y a une navette Paris-Évreux toutes les demi-heures, plus que ça aux heures de pointe, et qu'en fait, le territoire, effectivement, est en perte de substance. Voilà. Et donc, comment on fait pour rayonner entre ces extrémités, sachant qu'il n'y a pas moins de légitimité à rayonner dans l'Eure qu'ailleurs. Au contraire, comment maintenir du lien, du bien vivre dans un département où, oui, du côté d'Évreux, j'ai eu le sentiment qu'il y avait beaucoup de gens qui prenaient le train le matin pour aller bosser en région parisienne et qui rentraient le soir. Et donc, du coup, la journée, c'est pas très vivant, quoi, Évreux, enfin, comme ça, en avenant juste 2 jours. Et il y a aussi les transitions périurbaines. Dans mon enquête sur la musique, on a visité une série de communes, qui est Château-Giron, en Bretagne, choisi tout à fait par hasard pour cette enquête. Château-Giron, donc un pays qui s'est composé autour de quelques communes, et des communes qui ont parfois fusionné, etc. Et dans un ancien territoire rural à 30 km de Rennes et qui est entré dans l'attraction urbaine de Rennes. Et donc qui devient complètement, dortoir. C'est-à-dire, là encore une fois, des gens travaillent, vivent à Rennes, ont acheté du mètre carré moins cher à Château-Giron parce que, voilà, surtout quand on est artiste, justement. Et donc, on a un étalement urbain complètement dément qui va à toute vitesse à Château-Giron, etc. Et donc, on a une transition périurbaine. Donc, comment se situer entre des territoires où il n'y a plus grand-chose et où la médiathèque devient une espèce de tiers-lieu polyvalent, où on fait tout. On devient et la scène, et le lieu de rencontre, et enfin un peu tout, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre en fait sur place. Un lieu où on fait des concerts, on fait des réunions d'habitants, enfin voilà, on fait tout. Et puis où on entre dans un système, un écosystème beaucoup plus dense, beaucoup plus riche, parfois, et dans lequel la bibliothèque est un maillon. Alors, maillon d'une scène parce que je pensais à la musique, mais un maillon culturel parmi d'autres, et où il y a des coopérations qui sont beaucoup plus, qui peuvent être beaucoup plus fécondes aussi d'une autre façon. Alors justement, Château-Giron, c'était intéressant parce que la ressource locale est hyper
c'est tous les artistes de Rennes qui vont habiter à Château-Giron. Enfin, pas que à Château-Giron, bien sûr. Enfin, les créatifs classes vont habiter à Château-Giron. Donc, être bibliothécaire dans le réseau de bibliothèques du pays de Château-Giron, c'est assez facile quand on veut faire un festival de street art, par exemple, en milieu rural. Donc, c'est assez intéressant parce que tous les artistes sont là. Ou bien faire un concert, et ainsi de suite. Donc, il n'y a qu'à demander. Dans l'heure, ça a l'air moins facile. Mais il y a aussi. Donc, bon, il y a quand même des tensions ici entre territoires. Alors, quand je pensais à le territoire du centre de la... Alors, je voulais mettre périphérie. J'ai mis... c'est pas bien de dire périphérie. Mais des périphéries, comme ça, il y en a plein, y compris dans les métropoles. Tout à l'heure, je parlais de Montreuil. C'est-à-dire qu'on est en pleine métropole parisienne, hein, Grand Paris. Et puis, à l'intérieur de la métropole, il y a un quartier dans lequel alors, on n'est plus du tout dans le Grand Paris. Hein, on est dans un autre truc. Un autre truc où... enfin, on est... Ouais, c'est un autre truc. C'est-à-dire qu'il faut... difficile d'accès et dangereux. Donc, je crois qu'il faut que je termine. Donc, là, pour résumer, et avant de discuter, pour évoquer ce que j'aurais oublié ou là où j'aurais été trop allusif, d'abord, toutes les actions que font les bibliothèques, qui mènent des actions parfois individuelles, etc., contribuent au rayonnement parce que tous leurs effets ont des effets c'est plus que la somme des effets individuels. C'est quelque chose qui produit des propriétés émergentes sur l'ensemble du territoire, tranquillité publique, civilité, etc. Il y a des actions visibles et invisibles. Alors, s'il est facile d'objectiver les actions visibles, c'est-à-dire le fait qu'on ait refait les médiathèques, y compris à Concarneau, enfin, voilà, ça c'est visible et c'est important. Les bibliothèques ont changé, il y a un choc. Voilà, pour dire, il faut changer d'état d'esprit. On a désherbé, on a enlevé des rayonnages, on a fait de l'espace, etc. On a pensé l'espace comme beaucoup plus accueillant, beaucoup plus ouvert, mobile, etc. Mais il y a aussi toutes les actions invisibles et qu'il faut essayer de valoriser et de montrer comment elles contribuent finalement à ce qu'on appelle le bien-être. Le bien-être, c'est le bien-être d'un territoire. Alors, c'est encore une autre notion qui est un peu devenue tarte à la crème parce qu'elle est liée au développement personnel, mais le bien-être, c'est, tout à l'heure je parlais d'Amartya Sen, c'est cette capacité à développer, à exercer ses libertés effectives. Donc c'est un truc important. Et c'est ce qui rend un territoire particulièrement attractif. Donc Amartya Sen, c'est celui qui a développé l'indicateur de développement humain, qui vous souvenez. Donc, le bien-être, c'est multidimensionnel. On a l'habitude d'approcher le développement en termes économiques, c'est-à-dire que c'est le PIB, le produit intérieur brut. L'histoire du bien-être, c'est essayer de diversifier les points de vue en disant c'est non seulement le niveau de vie, quelque chose qui a à voir avec le produit intérieur brut, mais aussi, par exemple, tout ce qui peut empêcher l'exercice des libertés, c'est-à-dire le manque d'accès à la culture, le manque d'être en mauvais état de santé, par exemple. Et voilà, les deux aspects, culture, éducation et état de santé. Alors, les classements de bien vivre, il y en a partout. C'est hyper intéressant. Moi, j'ai travaillé sur la mise en place des indicateurs, et en Colombie et à Grenoble, et puis au Bhoutan. Et donc, c'est hyper. Moi, je crois beaucoup que ça peut être très intéressant si ça ne reste pas qu'un truc de communication. Mais voilà. Et puis, alors, par contre, dans tout ce qui est mise en place de politiques, rayonnement, etc., il faut toujours garder présent à l'esprit que le phénomène de métropolisation est un facteur d'accroissement des inégalités sociales. Les villes les plus avancées dans ce qui nous servent de modèle, par exemple à Grenoble, tout le monde est fou de San Francisco. C'est-à-dire que Grenoble, c'est la grenouille qui veut se faire aussi grosse que Frisco. Et les sociologues, on est quand même plusieurs à leur dire, mais l'accroissement des inégalités à San Francisco est dément, quoi. Enfin, c'est une société carrément duale. Grenoble, franchement, dans ce truc-là, hein, il y a Grenoble, ville adorable, vraiment hyper intéressante, voilà, du chercheur, un truc mal blanc. Enfin bref, pour moi tout va bien. Enfin, je trouve que c'est une ville géniale, mais juste à côté, il y a Échirolles, quoi. Et alors Échirolles, donc les inégalités s'accroissent là où il y a métropolisation.
Ces inégalités sociales provoquent parfois des tensions qui peuvent être assez fortes du fait de phénomènes de gentrification, c'est-à-dire de l'occupation des anciens quartiers populaires par des populations mieux dotées en différents capitaux, et des phénomènes de ségrégation, du coup. Des tensions qui peuvent apparaître entre des communautés, mais pas seulement. À Grenoble, il y a une telle fuite des familles, par exemple, de la période active entre 35 et 55 ans, par exemple, qu'il ne reste, va nous bientôt, et en exagérant, ne rester plus que dans le centre-ville de Grenoble, que d'une part les étudiants et d'autre part les retraités. Donc tension. Tension, parce que les étudiants, ça fait la fête. Et voilà. Donc des modes de vie qui sont en conflit parfois, et c'est pas rien. Hein. Alors toutes ces tensions externes en fait, peuvent se retrouver à l'intérieur des bibliothèques et des médiathèques. Alors non seulement les tensions entre les populations qui fréquentent la bibliothèque, mais aussi dans des enjeux qui sont faire du rayonnement, projeter son action à l'extérieur, la rendre visible, etc. Et puis assurer le quotidien, etc. Je me souviens d'une bibliothèque où on disait oui, on fait beaucoup de choses, des actions, on fait des concerts, etc. Machin truc, mais il faut être présent quand même dans faire de l'accueil, etc. Ranger. Alors on a pensé ça en termes de contradiction entre ordre et désordre, entre certains bibliothécaires qui ont fait leur carrière dans un monde dans lequel être bibliothécaire, c'est ranger, classer, ranger, ordonner, etc. Enfin, voilà. Et puis, non, il faut tout foutre le bordel, quoi. Enfin, bon. Il faut rester polyvalent, mais il faut quand même être un peu spécialisé, quand même. Hein. C'est-à-dire, alors, des tensions sur la musique, par exemple, où il y a certains bibliothécaires musicaux qui sont des musiciens, quoi. Enfin, voilà. Et alors, entre, par exemple, une bibliothèque de centre d'un réseau où on fait beaucoup d'actions, où il y a des musiciens, enfin, des bibliothécaires musiciens, etc., qui promettent, et puis la bibliothèque de quartier dans laquelle on continue de faire la politique, il n'y a pas de compréhension. Hein. Il n'y a plus de compréhension entre les deux. Il faut faire des propositions artistiques, culturelles, etc. Mais il faut accompagner les gens à l'écoute. Enfin, bon. Le local, le global, on est le territoire, etc. Mais il faut penser, projeter le monde global, etc. Enfin bref, il y a des tensions et qui... c'est difficile. Enfin, non seulement notre mission, c'est probablement d'essayer de maintenir de la cohésion sociale, mais aussi la cohésion dans les médiathèques et les bibliothèques. C'est pas toujours très facile. Et l'enjeu, avec les anneaux de vitesse ici, c'est comment est-ce qu'on peut aller vers du rayonnement, de la projection dans un autre monde, un nouveau monde, en excluant le moins possible. C'est possible sans exclure du tout, en évitant en tout cas le mot d'ordre qui est chez nous à l'Université de Grenoble, c'est disrupter. Non, il ne faut pas disrupter, il faut éviter de disrupter, parce que disrupter, c'est à chaque fois exclure des gens du nouveau monde qui est en train d'émerger. Bon, voilà. Merci pour votre écoute. Est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour, vous parlez de mesurer les effets, enfin l'impact en fait sur les individus. Donc ça se fait à partir d'enquêtes sociologiques ou comment, ou d'évaluation individuelle, comment vous voyez les choses à ce niveau-là? Sociologique, oui, sûrement. Non, j'en sais rien. Enfin, c'est pas une question de discipline. Il peut même y avoir plusieurs disciplines associées. Hein, c'est pas. Mais alors, ce qu'on essaye de dire dans le petit rapport d'étude, c'est alors si on cherche, par exemple, à objectiver l'action que vous menez en termes de rayonnement, donc on se pose une question. Et comme on se pose une question, on va essayer d'objectiver la réponse à cette question. Et pour ça, on va chercher des traces documentaires. Alors, ces traces documentaires, on peut les trouver d'abord dans des statistiques, sûrement, soit dans ce que l'on fait, soit dans ce que les autres font autour de nous. Et
il y a des ressources statistiques, mais de fou, partout, hein, tout le temps. Quand on est en train de faire l'étude sur la musique, là, avec Olivier, on était en train de se dire on va faire une enquête quantitative, etc., par questionnaire, etc., pour voir ce que les gens font dans les bibliothèques, etc. Et puis il y a l'Observatoire du livre qui a une enquête, etc. Enfin, il y a déjà ces questions qui ont été posées 1000 fois, enfin, etc. Et donc, alors, eux aussi, ils ont des données, peut-être qu'ils ne les valorisent pas toujours très bien. Enfin, voilà. Donc il y a plein de données comme ça, statistiques partout. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que les stats, c'est une chose, mais il ne faut pas réduire l'évaluation au mesurable. Mais si on se dit, par exemple, parce que le livre de Michel Petit là, sur la construction de soi est vraiment exemplaire, parce que si on se dit que, indépendamment du nombre de personnes impactées, on peut faire des entretiens, ce qu'on appelle des entretiens non directifs de recherche, c'est-à-dire des histoires de vie, en gros, sur ce qui se passe quand on... Et sans imposition de problématiques sur le rapport à la culture, par exemple. Par exemple, on a une bibliothèque à Grenoble qui est assez intéressante, qui s'appelle la bibliothèque Kateb Yassine, je ne sais pas si vous la connaissez, qui est dans un centre commercial, et que lorsqu'elle a été ouverte ou réouverte plutôt, ça a généré un peu de tension parce qu'une bibliothèque dans un centre commercial, il y avait plein de jeunes qui venaient glander là-dedans et qui foutaient le bordel. Et mais petit à petit, ça s'est apaisé, etc. Et on s'aperçoit que ces bibliothèques sont extrêmement fréquentées par des jeunes, des adolescents qui, normalement, ne vont pas dans les bibliothèques. Et donc, ce qui est assez intéressant, et donc il y a plein d'étudiants qui travaillent sur le sujet, sur qu'est-ce qu'ils foutent dans la bibliothèque, quoi. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans. Alors, oui, ils viennent dragouiller. On ne va pas se mentir. Hein. Mais ils sont dans les rayons, ils discutent, et les bibliothécaires le savent, et puis on attrape quelques-uns de temps en temps, comme ça. Enfin, il y a des échanges qui s'établissent. Enfin, il y a et alors ça, alors, le mesurer, oui, si un jour on peut le faire, pourquoi pas, mais peu importe. Il se trouve que, comme le dit Michel Petit, il y en a un ou deux qui va dire que c'est une alternative à la rue. Et ça, le dire, l'objectiver, le montrer, oui, enfin, je sais pas, ça me paraît intéressant. Enfin, et il y en a plein des situations comme ça. Voilà. Alors, je sais pas trop. Dans les grandes bibliothèques comme Lyon, par exemple, il nous avait beaucoup parlé des actions d'inclusion, parce qu'il nous a dit que, donc je n'habite pas Lyon, donc je peux pas le savoir, mais qu'il se passe un phénomène qui est assez proche de celui des États-Unis, où je ne sais pas si vous savez, mais aux États-Unis, quelquefois dans certaines communes, enfin métropoles, comme Boston, la bibliothèque, c'est un lieu dans lequel viennent beaucoup de gens qui sont sans domicile fixe. Alors, pas forcément complètement à la rue, bien sûr, mais voilà, ils passent la journée, parce que il fait chaud, l'hiver à Boston, il fait très froid, et en même temps, on bouquine, on fait de l'auto-formation, etc. Alors, l'employabilité du territoire aux États-Unis, c'est un truc qui est vraiment très pris au sérieux. Et c'est pour ça que les bibliothèques, malgré tout, restent souvent gratuites, ouvertes, etc. Et ça aussi, quantifier le nombre de personnes SDF qui viennent dans les bibliothèques, SDF au sens très large du mot SDF, hein, mais voir qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans les bibliothèques, un peu de chaleur, etc. Oui, mais pas que, parce qu'ils disent. Il y a à Grenoble, à la BU, on a identifié comme ça un monsieur que je voyais dans mon quartier, Pochetron, hein, et que je vois à la bibliothèque. Je me dis, mais qu'est-ce que vous foutez là, Léon, qui passe pour être un ancien mafieux, tout ça. Enfin, c'est un personnage. Et il dit qu'il vient lire les dictionnaires, parce qu'il entend parler de quelque chose au bar, etc. Et puis il va passer la journée après à chercher des icônes sur ce que ça veut dire le truc, et il passe ça. Alors, on ne va pas faire l'histoire de vie de Léon, mais enfin, il vient à la bibliothèque universitaire, c'est en dehors de la ville. Hein. Enfin, il fait une démarche quand même. Donc c'est étonnant. Alors, le fait qu'il y ait des étudiantes à côté n'est pas complètement indifférent probablement à sa démarche. Mais il vient aussi lire, quoi. Enfin, donc évaluer, je pense qu'il faut. Il y a quelqu'un qui vient cet après-midi pour parler un peu plus précisément d'évaluation. Évaluer, c'est pas simplement chiffrer. C'est un impact. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les 5 indicateurs. Enfin, 5, classiquement comme ça. Évaluer, ça veut dire rendre compte de la pertinence. Est-ce que ce que je fais répond à un besoin? Et ça, alors, il y a quelqu'un aussi qui va parler des attentes des publics. C'est ça. Hein.
Donc c'est ça, est-ce que ce que je fais répond à un besoin, une attente, une envie ou pas? Mais voilà, alors ça c'est l'indicateur classique, mais ça veut dire qu'il ne faut pas non plus se laisser enfermer par ça. Je peux proposer des gens qui ne savent pas qu'ils ont envie de quelque chose, en fait. Hein. Mais enfin, la pertinence, c'est ça. Après, c'est cohérence. Est-ce que tout ce que je fais va bien dans le sens de ce que je souhaite faire? Et on peut, oui, je peux vouloir accueillir des jeunes, mais du coup, je vais faire fuir les autres, enfin, etc. Enfin, vous voyez, enfin, voilà. Donc, pertinence. Après, il y a efficience. Oups. Efficience, c'est le ratio coût, fonctionnement. Bénéfice, je ne sais pas trop, mais enfin, vous avez compris. Il y a l'efficacité, c'est est-ce que j'atteins bien les objectifs que je me suis fixés? Alors, à condition de s'être fixé 2-3 objectifs. Mais oui, je veux ouvrir davantage ma bibliothèque. Enfin, par exemple, sur les concerts, là, cette année, là, tout le monde nous a dit, enfin, à la CIM, je pense que c'est... Tout le monde apprécie énormément les concerts. Ça change, à condition qu'on puisse le faire. Hein. Dans l'espace, il y a tout un tas de contraintes aussi liées à l'organisation de concerts. Donc c'est une expérience vécue hyper intéressante sur le mode vivre ensemble quelque chose comme un événement musical, etc. C'est un truc important. Mais est-ce que ça fait vraiment venir des gens qui ne seraient pas venus à la bibliothèque autrement? C'est pas sûr du tout. Donc, bon. Donc ça, c'est l'efficacité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Je crois qu'il y a un impact. Enfin, la dernière, c'est impact. Est-ce que ça fait des choses auxquelles je ne m'attends pas? On a découvert la notion d'impact quand la première vie professionnelle, je m'occupais d'évaluation des politiques publiques et on s'est aperçu que le RMI mettait peu de gens à l'emploi. Alors pas tellement parce qu'ils ne cherchaient pas d'emploi, c'est qu'ils venaient de régions ou de secteurs d'activité dans lesquels il n'y avait plus d'emploi. Et pour la majorité, hein, pour la très grande majorité. Et du coup, alors, on devait répondre toutes les semaines à des questions à l'Assemblée sur le thème, mais le I de RMI, à quoi il sert? Alors, on dit, à plein de trucs, mais pas forcément à remettre à l'emploi. Dans la Meuse, 0 création d'emploi. Comment on fait? Il n'y a pas, quoi. Et donc, du coup, mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait socialisation, ça fait que les gens ont une couverture médicale, se soignent, etc. Enfin, ça fait plein d'autres choses auxquelles, au départ, on ne s'attendait pas. Donc voilà. Et donc, du coup, après, ça devient un objectif et du coup, ça peut se mesurer dans l'efficacité. Mais l'impact, c'est est-ce que je produis des effets qui ne sont pas attendus? Ouais, c'est comme rayonnement. Le rayonnement a des effets positifs, hein, etc. Mais pas toujours. Enfin, il y a aussi des gens qui se sentent exclus de ces dynamiques, etc. Juste à côté d'une maison folie à Lille, je me souviens, je prenais un café en attendant, un PMU, etc. J'ai dit, mais... Et donc, je commençais à tailler le bout de gras avec les types qui font le PMU. Et puis, en fait, ils ne savaient pas qu'il y avait la maison folie juste en face. Et je ne discrédite pas du tout des gens qui font des efforts incommensurables dans la maison folie pour créer des actions avec la population du quartier, etc. Hein. Mais il y a un effet culture qui est... que vous connaissez, je ne me sens pas à ma place dans ces établissements culturels. Excusez-moi, est-ce que vous avez des outils à conseiller un peu pratiques, et notamment peut-être dès la conception d'une action pour envisager l'évaluation parce qu'il y a aussi le problème de la formation. Enfin, techniquement, pour les bibliothécaires sur le terrain, en capacité d'évaluer, c'est aussi... Voilà, on ne peut pas toujours financer des enquêtes, des choses comme ça. Vous avez des outils à conseiller? Il y a d'abord une démarche générale qui consiste d'abord en une évaluation, pas toutes fins utiles, c'est inutile et contre-productif. C'est d'abord, on va évaluer quelque chose. Enfin, c'est comme dans la démarche scientifique, ce qu'on appelle une démarche hypothético-déductive. C'est d'abord, je vais me poser une question. Qu'est-ce que je veux évaluer? Donc, et c'est pas rien, parce que déjà, clarifier la question, c'est déjà, on cible des trucs, etc. Et puis, donc, après, on va essayer de mobiliser autour de soi des... alors, on a coutume d'appeler ça les comités techniques, comités de pilotage, etc. Des gens qui vont contribuer à la réflexion sur le truc. Après, donc, est-ce que déjà ce comité technique ou ce comité de pilotage, on va réunir des données qui permettent d'essayer d'objectiver, parce que peut-être on a déjà la réponse à notre question, en fait. Oui. Alors, et après, où est-ce qu'on a des trous noirs? C'est-à-dire, où est-ce qu'on a besoin de collecter une information supplémentaire pour répondre à notre question? Et c'est là où donc, il y a peut-être une démarche scientifique, un petit peu de collecte de données, par exemple, des trucs comme ça. Alors, je ne
pas, des questions d'échantillonnage, des trucs un peu techniques, mais sans vouloir... enfin, je pense qu'il y a des facs ici, et je pense qu'il y a plein de gens qui seraient demandeurs, des étudiants, qui c'est... faut pas que ça devienne... faut pas que ça remplace un cabinet d'évaluation, hein, mais disons que collecter une information auprès d'habitants ou des trucs comme ça, enfin, c'est... Je sais pas, j'ai sûrement des collègues de l'université de Rouen qui doivent faire ça. Et qui, comme je le fais à Grenoble, accompagnent les bibliothécaires, ou je sais pas, n'importe quel établissement, etc., à faire ce travail, parce que ça leur est utile à eux, les étudiants, c'est utile à la collectivité, à condition qu'on ne demande pas à la fin une recommandation à l'étudiant. Sinon, l'étudiant, il collecte des données, il fait une synthèse, il dit voilà ce que les gens pensent, disent, expérimentent, ou voilà le sens qu'ils donnent à ce que vous faites, etc. Mais ce n'est pas à lui. Mais c'est pour ça qu'il y a un comité technique qui va essayer de penser les résultats pour dire qu'est-ce qu'on peut en tirer d'un point de vue concret. Alors, en général, quand on a des sous, on délègue cette mission de recommandation à des cabinets de consultants. Mais je ne suis pas certain qu'on doive externaliser toujours pour ça. Vous voyez ? Mais c'est pas très précis, mais c'est parce que je pense, voilà, protocole, objectif, les ressources locales, donc comité technique, enfin, des gens internes, externes, hein, les partenaires, souvent, c'est bien aussi qu'ils viennent dans des comités comme ça, techniques, selon le cas de figure. Et puis après, alors, et qu'est-ce qu'on a déjà comme information ? Parce qu'il y en a sûrement déjà. Et puis on identifie des trous, et puis là, par contre, on peut demander à des gens de réaliser des enquêtes quantitatives, enquête par questionnaire. Alors à chaque fois, là pour le coup c'est très technique, mais si on fait une enquête quantitative, la validité d'une enquête quantitative repose sur le principe de la représentativité. Donc comment construire un échantillon représentatif ? Alors, je pense qu'on pourrait passer 2 heures là-dessus, mais je ne suis pas sûr que ça... Soit par tirage aléatoire simple, soit par quota, quand on connaît déjà la population de référence, enfin, bon, voilà, il y a des techniques. Ou alors si je ne veux pas faire des statistiques, mais je veux mesurer des choses vécues. Et dans ce cas, je fais une démarche dite qualitative. C'est pour ça que je mets entretien compréhensif, etc. Alors ça s'appelle une démarche compréhensive. L'idée de la démarche compréhensive, c'est, dans les sciences sociales en sens large, c'est on ne cherche pas à mesurer les effets objectifs de quelque chose, mais plutôt ce qui participe à l'effet, c'est le sens que les gens donnent à quelque chose. Donc ce que je voudrais savoir, c'est comment les gens donnent du sens à quelque chose. Voilà. Donc dans l'épistémologie, ça veut dire, en gros, il n'y a jamais aucun facteur objectif qui détermine le comportement d'un humain. C'est le sens qu'il donne à une donnée objective. C'est un très vieux constat de l'école de Chicago avec les migrants qui deviennent délinquants au XIXe siècle à Chicago, à mesure que la ville augmente. On observe des phénomènes de déviance, de délinquance avec les Italiens, les mafias, enfin tous ces trucs-là. Et il y a beaucoup de travaux qui portaient là-dessus sur qu'est-ce qui fait que les Polonais deviennent voyous, etc. Et puis, les premiers constats, c'est de dire mais non, c'est pas l'immigration, c'est les conditions de l'accueil, de départ, etc. C'est le sens que les gens donnent à leur migration qui fait que, éventuellement, parfois, ça donne un truc comme ci ou comme ça. Donc c'est le sens. Et donc ça, c'est vachement intéressant de le donner. Et ça, alors le qualitatif, on oublie le concept de représentativité, on cherche plutôt la diversité. Dire, je vais chercher des hypothèses contradictoires. Comme par exemple dans notre échantillon là, pour l'enquête pour la CIM et la BPI, c'est au départ une enquête qualitative exploratoire. On se dit on ne peut pas aller dans toutes les bibliothèques de France parce qu'on ne va jamais y arriver. On a pris 6 bibliothèques aussi différentes que possible. L'idée, c'est le phénomène d'entropie, c'est-à-dire je veux, à chaque fois que je fais une enquête, apprendre quelque chose de nouveau. C'est le contraire de la statistique où je vais mesurer le nombre de fois qu'on me dit quelque chose. Vous voyez ? Donc c'est pour ça qu'on avait pris dans les 6 bibliothèques, une bibliothèque de banlieue parisienne, type Montreuil, une bibliothèque de gros agglos Lyon, une bibliothèque de zone périurbaine Château-Giron. Qu'est-ce qu'on avait pris ? Ah oui, Gradignan, bibliothèque de conservatoire. Gradignan, commune hyper privilégiée, enfin pas privilégiée, avec des habitants avec un niveau de vie d'une commune plutôt riche. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Dole. Et puis, je ne sais plus quoi d'autre. Et la médiathèque départementale de l'Eure. Voilà. Donc des cas de figure, rien à voir, enfin, a priori rien à voir. Finalement, pas que ça, mais voilà. Donc c'est quand on fait du quali, on cherche plutôt ça, des situations extrêmes.
idéale typique et différente. Voilà. Merci beaucoup Pierre. Nous allons faire 5 minutes de pause avant la table ronde et la suite des échanges.